Bonjour Denvelea. Bonjour. Alors vous êtes, je le disais, médecin psychiatre, spécialiste de toutes les formes d'addiction et si possible d'ailleurs du traitement de ces addictions, oui, puisque vous êtes psychiatre. Alors les addictions ont toujours existé, j'imagine. Difficile d'en faire une liste exhaustive. On peut citer l'alcool, le tabac, toutes les autres formes de drogue, qu'elles soient d'ailleurs naturelles ou chimiques, les jeux vidéo, le jeu tout court, les smartphones, les réseaux sociaux, les achats compulsifs ou le sexe, ça peut arriver aussi. J'en ai oublié ? Peut-être le travail. Le travail, qui peut, effectivement, ça peut aussi être une drogue. Alors d'abord, un mot de vocabulaire, justement. Quelle est votre définition du mot addiction ? Addiction, déjà, c'est un concept très intéressant parce qu'il fait partie du droit romain. Donc, c'était ad dicere, c'était la contrainte par le corps. Donc, c'était déjà une notion d'esclavage. Donc, il y avait déjà quelque chose que on va dire, les scientifiques empiriques, il y a quelques 150 ans à peu près, ont repris, dont le mot dépendance et addiction qui était par la suite, justement parce qu'il y avait cette notion d'aliénation, cette notion un peu de ne pas pouvoir s'en passer et le fait d'être vendu un petit peu, vendre son âme et son corps, évidemment, à une passion excessive. Donc c'est une dépendance, quoi. C'est une dépendance. Alors le mot est assez récent dans le langage courant, mais les addictions, en fait, l'addiction, ça a toujours existé. L'addiction a toujours existé. Et puis évidemment, c'était peut-être aussi un moyen de passer le temps. C'était peut-être quelque chose qui était encadré plus ou moins. Il y avait différences sociétales. Donc c'était l'alcool qui était encadré à un moment donné. Si on prend l'historique du jeu pathologique, par exemple les jeux de dés, c'était l'Empire romain. C'est déjà Juvénal qui a dit donner l'or du pain et du cirque, donc automatiquement de l'amusement pour pouvoir masquer les crises sociales. Chose qui se répète avec les télé-réalités ou les réseaux sociaux aujourd'hui. On a eu des interdictions du jeu à l'époque de François Ier. Ensuite, il y a eu une loterie nationale. On a des pays comme qui étaient productrices dans la production de l'opium, par exemple la Chine, qui a interdit même l'opium parce que c'était cette notion d'esclavage. Et ainsi de suite, on a dans l'historique des tas de dépendances. C'était surtout de dépendances, on va dire, classées comme toxicomanie, avec des produits bien spécifiques. Sauf qu'on voit que déjà le jeu pathologique, il apparaissait dans le listing des préoccupations. Donc une histoire très ancienne, mais vous diriez que les addictions sont plus nombreuses aujourd'hui que par le passé ? Les addictions sont devenues plus nombreuses, malheureusement, parce qu'il y a vraiment un phénomène d'adaptation dans la société où l'addiction a pris une énorme place dans la vie des gens pour pouvoir faire face. Donc, c'est adaptation ou difficulté d'adaptation. Dans le cadre d'une difficulté d'adaptation, c'est ce que les Anglais appellent to cope. Coping, donc faire face à une situation à travers une addiction. Ça, c'était un modèle socio-économique des années 30, donc crise économique aux États-Unis, énormément flambé de l'alcool clandestin, énormément flambé des tripots clandestins. Donc, automatiquement, on voyait que dans l'historique de l'humanité, rien que ces exemples récents, dans des périodes de crise, il y avait un refuge vers les addictions. On peut dire qu'aujourd'hui, par exemple, le stress face à la société moderne, augmente les addictions. Déjà, le stress en soi, il ne faut pas oublier que la définition, c'est le syndrome d'adaptation générale. Donc, c'est la définition de Ranzel. Donc, on ne faut pas oublier qu'il y a cette notion d'adaptation. Et les gens se retrouvent dans des conduites addictives parce qu'ils n'arrivent pas à faire face autrement. Le monde du travail, où les gens sont en train de consommer des substances, ce n'est pas parce que les gens, c'est des faibles ou que les gens ont envie de faire la fête et qu'ils ont perdu la mesure. C'est parce qu'ils sont, que ce soit les médicaments, l'alcool ou même le jeu pathologique, les vidéos, et ainsi de suite, parce qu'ils sont vraiment soumis à des pressions incessantes. Donc le stress est une sorte de facteur aggravant. C'est un facteur aggravant parce qu'on ne peut pas faire face autrement. Mais il ne faut pas déjà avoir bien en tête que la notion d'addiction a été tellement malmenée, la notion de toxicomanie, où ça crée une image tellement péjorative avec les théories aliénistes de 1850 de Morel, où on avait la toxicomanie, le vagabondage, la pauvreté même qui faisait partie des aliénations. Mais c'était quoi ces théories-là ? C'était des théories aliénistes. On disait que les gens sont aliénés à quelque chose. Donc aliéné, c'était dans le mauvais sens. C'est pas aliéniste, le psychiatre dans les discussions américaines de l'époque, mais c'était vraiment quelque chose où on enfonçait les gens là-dedans. Et ça, on a vécu tout le temps avec l'image, le toxico, l'alcoolo, et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui ont des souffrances quelque part. On ne peut pas occulter dans les prises en charge de ces gens-là ou dans l'abord de ces problématiques la notion de souffrance. C'est une maladie en réalité, l'addiction. C'est une véritable maladie et qui nécessite du soin, qui nécessite de l'attention autant que des maladies classiques, graves, moins graves, ainsi de suite.
Quelles sont les addictions que vous rencontrez le plus souvent? Je disais, vous êtes psychiatre, donc en tant que médecin dans votre cabinet. Ben, ce sont les addictions évidemment avec du produit, donc les toxicomanies classiques. Ce sont les addictions avec alcool, cannabis, la cocaïne qui explose en termes de consommation de plus en plus. Les produits de synthèse, bon, ça reste important et c'est quand même des produits très très dangereux. Et puis tout ce qui concerne les addictions comportementales, en sachant qu'on est à la bascule quand on parle des troubles alimentaires, parce que c'est aussi des formes d'addiction et c'est aussi des formes de calmer à travers une compulsion alimentaire. La boulimie, l'anorexie, c'est une forme d'addiction. Tout à fait, c'est des formes d'addiction. On a aussi des addictions, évidemment, le jeu pathologique et les jeux vidéo. Et là, c'est l'explosion des réseaux sociaux et les gens hyper connectés ou trop connectés, les jeunes qui sont en connexion permanente avec des échanges, des images. Là, il y avait un article récent sur les phénomènes de transformation corporelle à travers les Snapchat et Instagram, une véritable forme d'addiction et avec des gens qui se créent des idéaux dysmorphophobiques, évidemment, c'est la négation de son corps. On a des tas de phénomènes qui se passent avec les jeunes. Et là-dessus, il faut faire très attention, en sachant que nous, les adultes aussi, on est plus que dépendants. Je ne vous pose pas la question, je ne me la pose même pas, parce que je pense qu'on remplit largement des critères d'addiction en termes de temps. Après, c'est l'intensité et l'usage. Moi, c'est le café. Bon, ben voilà, c'est une bonne addiction, mais... Ok. Donc vous parliez des addictions aux drogues traditionnelles, mais aussi à ces drogues, aujourd'hui, ces drogues chimiques, synthétiques. Oui. Est-ce qu'il y a une vraie, d'abord un vrai danger et une multiplication? Est-ce que vous le constatez au quotidien? Le danger, et c'est ça qui est quand même très important, c'est la non-connaissance du produit. C'est exactement la même chose avec le cannabis. On ne sait pas vraiment ce qui se trouve dans la boulette de shit ou dans l'herbe. Quel type de concentration de THC. Avec les drogues de synthèse, on ne sait pas exactement. Certains qui portent le nom d'ecstasy contiennent très très peu de MDMA, par exemple, qui est le principe actif. On a le crack, qui est un dérivé de cocaïne, vraiment qui est explosif en termes de produits. On a eu toutes des histoires avec le GHB, mais dans le même temps, on avait du GBL. Il y a des tas de confusions qui se font là-dedans. Il y a tous ces dérivés aussi des opiacés, de les opiacés, tout ce qui est le fentanyl, ça crée un véritable scandale. Voilà. Oui. Aux États-unis, il y a des milliers de morts. Des milliers de morts. Et ça, en fait, c'est un médicament antidouleur. C'est paradoxal parce que les États-Unis, jusqu'à la guerre du Vietnam, n'ont pas connu vraiment l'héroïne, les opiacés. C'était surtout la cocaïne et la marijuana. C'est la guerre au Vietnam, c'est les triangles d'or là-bas qui ont fait l'arrivée de l'héroïne. Mais il restait quand même assez soft. C'était une consommation plutôt européenne. Et là, on se trouve avec des explosions, avec des produits codéinés, le Dicodin, le DXM ou quoi que ce soit, et surtout le fentanyl, que je ne sais pas comment les gens se le procurent, parce qu'en France, c'est ce sont tous des médicaments sur ordonnance? Tout à fait, c'est des médicaments sur ordonnance, mais les gens se les procurent. Quelle est pour vous l'addiction, si c'est possible de le dire, la plus dangereuse? On dit souvent que le tabac, par exemple, est une drogue dure. Est-ce que vous partagez cet avis? Écoutez, moi, cette classification de drogue dure et drogue moins dure, douce, ainsi de suite, c'est une classification parmi d'autres en termes des effets peut-être sur des animaux de laboratoire. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est l'intensité du comportement addictif, quelle est la notion de centration, d'aliénation face à un comportement ou un produit, qu'est-ce que l'individu sacrifie par rapport à ça en termes de centre d'intérêt, de vie personnelle, sociale, et surtout la manière où il pratique sa dépendance. Parce que une personne qui va vous dire « je fume un pétard tous les soirs, mais j'ai une vie sociale, je pratique du sport régulièrement, ainsi de suite », je lui dirais « faites gaffe parce qu'il y a quand même des produits dedans qui ne sont pas bons pour la santé ». Celui-là, il ne viendra probablement pas vous consulter. Il ne viendra pas nous voir. L'alcool, mais on a aussi les médicaments. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même numéro 1 mondial, malheureusement, en termes de prescription de psychotropes. Donc une interrogation énorme. On accuse souvent les médecins d'être trop laxistes, mais je pense aussi que c'est une souffrance de société qui se manifeste de cette manière-là. Donc on ne peut pas établir le produit qui pose le plus de problèmes. Se débarrasser d'une addiction, c'est toujours très difficile, voire parfois dans certains cas impossible. Mais il y a deux situations pour les gens qui arrivent en consultation. C'est la contrainte. Ça peut être une contrainte de loi, une injonction thérapeutique ou familiale, ou le travail qui leur demande de se soigner. Ou ensuite, c'est la motivation personnelle où les gens viennent en consultation parce qu'ils ont envie de s'en sortir de cette problématique-là. Ils sont réellement motivés. Ils ne sont plus dans le déni du genre « bon, j'arrive, j'arrête quand je veux ». Ça, c'est la phrase classique. Et ils sont vraiment en train de poser des questions et de demander des pistes de réflexion. Et on peut les aider parce qu'il y a des pistes médicamenteuses, il y a une piste thérapeutique quand même, des prises en charge des conduites par rapport à des thérapies cognitives ou comportementalistes, et on peut les aider à s'en sortir. L'interdiction, c'est efficace, ça marche? Interdire à quelqu'un de s'adonner à son addiction?
Quand C'était aussi simple. quand on voit les résultats de l'interdiction, de la prohibition, on peut se poser beaucoup de questions. De quelle manière elle est menée, cette interdiction? C'est quand même illogique d'interdire, par exemple, le cannabis dans le même sens, en sachant que l'alcool et les médicaments sont tout à fait légaux. Donc il y a quand même un problème là-dessus. Vous touchez peut-être un point important d'ailleurs de ce problème de l'addiction, c'est que les addictions, ce sont des marchés financiers souvent gigantesques et qui rapportent aussi, il faut bien le dire, de l'argent aux États. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre un bémol par rapport à ces légalisations de cannabis qu'on entend à droite et à gauche, cannabis médical ou cannabis tout court, ainsi de suite, avec des enjeux financiers qui se situent en milliards au niveau des petits États aux États-Unis déjà. Mais il faut faire attention parce qu'on ne sait pas. Moi, je suis très circonspect parce que plus ça commence jeune, donc automatiquement, il y a un risque. Et plus c'est légalisé, il faut que ça soit accompagné, comme ça a été fait à Amsterdam, avec vraiment des mesures d'accompagnement, des mesures d'explication par rapport à ça, parce que sinon on va se trouver à nouveau dans une autre catastrophe sanitaire, parce que vraiment on va se trouver là-dedans. Donc il faut faire attention. Vous n'êtes pas favorable nécessairement, par exemple, à la vente libre du cannabis, comme ça se passe aux Pays-Bas ou comme ça se passe, va se passer maintenant au Québec? Dans les conditions d'éducation et de réaction sociétale par rapport à ça, à l'heure actuelle, non. Il faut préparer les gens par rapport à ça. Et même là, arriver à un modèle éducationnel qu'on voit quand même pour l'alcool, des fois, il y a beaucoup de dérapages. Vous avez parlé de l'âge, et je pense que c'est l'âge du début de l'addiction, c'est très important dans le traitement et dans l'espérance de s'en sortir, j'allais dire. Classiquement, l'âge de 18 à 21 ans, c'est l'âge où le cerveau il commence déjà à arriver à un niveau de maturité, avec une maturation au niveau des synapses, au niveau des neuromédiateurs qui peuvent être impliqués dans les addictions. Plus c'est jeune, plus ces neuromédiateurs sont faibles, plus le cerveau il est faible, et ça peut expliquer le déclenchement des pathologies lourdes, psychiatriques, des schizophrénies, des bouffées délirantes et des maladies bipolaires, parce que les gens ne sont pas préparés, n'ont pas encore acquis des manières d'adaptation, de connaissance de leur propre fragilité. Plus tard, évidemment, ça peut déclencher aussi des maladies. Dan Velez, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'on est tous égaux devant les addictions, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres, il y a des terrains plus favorables? Ouais, ça, c'est le modèle d'Oliver Einstein, c'est le labor trivarié. On a le produit, l'individu et l'environnement. Le produit, ça peut varier en termes de concentration. La fragilité individuelle, facteurs psychologiques, facteurs sociaux sous le moment, et ainsi de suite. Et ensuite, l'environnement. Si on est dans un environnement hostile, de guerre, de contraintes économiques ou quoi que ce soit, là, on est beaucoup plus fragilisé que les autres. Merci beaucoup, Dan Velez. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre, spécialiste du traitement des addictions. Merci beaucoup d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes.